parler de la météo en tant qu'élément tactique central avec la bataille de Narva de 1700, ayant opposé les Suédois aux Russes. À l'origine, j'avais pas prévu de faire cette bataille, mais la neige m'a rappelé à l'ordre. Voyez ça comme un épisode bonus. Elle est une des premières batailles de la Grande Guerre du Nord, une guerre ayant opposé les Suédois à une coalition fluctuante d'États du nord de l'Europe, notamment la Russie. Elle est aussi un des premiers coups de poker de Charles XII, roi suédois dont on va souvent entendre parler. C'est simple, il a pas arrêté une seconde. En tout cas, l'occasion est parfaite pour introduire cette guerre aux conséquences énormes, mais peu connues. En 1700, la Suède est LA puissance dominante du nord de l'Europe. Elle maîtrise presque entièrement la Baltique, a des territoires en Allemagne, et est dotée d'une des armées les plus professionnelles de l'époque. Cependant, elle est diplomatiquement isolée, et Charles XII n'est roi de Suède que depuis 3 ans et est très jeune. Pour profiter de cette inexpérience et récupérer des territoires sur la Suède, le Danemark, la Pologne-Lituanie, la Saxe et la Russie s'allient et lui déclarent la guerre au début de l'année 1700. En attaquant chacun leur objectif, ces 3 pays espèrent prendre en tenaille la Suède et misent sur une éventuelle panique de Charles XII qui va s'avérer beaucoup plus énergique que prévu. Ils commencent par contourner le blocus naval danois dans l'Øresund et débarquent une armée pour assiéger Copenhague. Sous la pression, le Danemark signe la paix de Travendal et est sorti du conflit en août 1700. En fait, la Suède est un pays qui manque de moyens pour financer son armée. Alors elle s'est faite une spécialité des invasions qui lui permettent de vivre sur le pays. Quand on fait manger ses troupes au feu de l'ennemi, c'est toujours ça. Du coup, Charles XII se tourne vers l'est vers ses 2 autres adversaires, Pierre Ier de Russie et Auguste II de Saxe, roi de Pologne-Lituanie. Pierre Ier cherchant clairement à récupérer une ouverture sur la Baltique pour commercer avec l'ouest de l'Europe, il rassemble une armée de 30 à 40 000 hommes, près de 200 canons, et assiège la forteresse de Narva en octobre 1700. Sauf que Charles XII a été très rapide et a déjà débarqué en Estonie. Malheureusement pour lui, il manque de troupes avec seulement 8000 hommes, et ces derniers sont plutôt fatigués par tous leurs mouvements. Mais Charles XII est plutôt du genre agressif. Ce dernier décide d'attaquer malgré tout, espérant prendre par surprise les Russes grâce à sa vitesse. De son côté, Pierre Ier pense qu'une attaque est peu probable et s'en va à Novgorod régler des affaires royales. Il laisse le commandement à Charles Eugène de Croix, un flamand. Et cela va avoir son importance. Si Charles XII hérite d'une armée très structurée, issue d'un siècle d'innovation, Pierre Ier, lui, il revient de loin. Alors il modernise son armée avec les moyens du bord et fait appel à des officiers étrangers. Ce qui n'est pas du goût de bien des nobles en Russie, notamment le prince Dolgorouki, qui est également présent à Narva. Résultat, l'armée russe est encore débutante, pas très obéissante et assez mal organisée. C'est ainsi que le 30 novembre 1700, 8000 Suédois arrivent pour combattre les 30 à 40 000 Russes qui assiègent Narva, défendus par 2500 hommes. Excuse-moi, Oui. c'était le 19 novembre, la bataille de Narva. Ah non, c'était le 20 novembre. Ok, bon. Le 30 novembre, c'est le calendrier grégorien. C'est notre repère. Point. Period. Pour ce qui est du 20 novembre, disons que les Suédois ont un peu compliqué les choses. C'est-à-dire ? En 1700, la Suède décide de passer du calendrier julien au calendrier grégorien. Mais elle décide aussi de le faire par étapes. Si les Russes ont bien la bonne date du calendrier julien avec le 19 novembre, les Suédois ont pris un jour d'avance en ignorant le 29 février de 1700 selon le calendrier julien. Bon, c'est une digression, mais disons que les Suédois ne se sont pas calés sur le calendrier grégorien. Ils ont donc la date des Russes. Mais ils ont accepté que 1700 n'était pas une année bissextile, comme les grégoriens, mais pas comme les juliens. Du coup, en 1712, ils ont décidé de se recaler en décrétant un 30 février, ce qui les fait revenir au calendrier julien. Ok. Et ils ont fini par passer au calendrier grégorien ? Oui, en 1753. Bien. Bien. Bon. Non pas que ce soit pas du tout intéressant qu'il y ait déjà eu un 30 février quelque part sur Terre, mais est-ce qu'on pourrait revenir à la bataille ? Ouais, on va faire ça.
En train d'assiéger la ville, les Russes ont fortifié leur position contre d'éventuels renforts, mais sont du coup concentrés dans un couloir assez serré. Et le 30 novembre, les Suédois se rapprochent. Un blizzard violent rend toute attaque impossible, mais aux alentours de midi, le vent tourne vers les Russes. Et ça, Charles XII, il aime bien. En effet, les troupes suédoises sont désormais invisibles pour les Russes. Charles XII décide donc de tenter une attaque. Créatif, Charles XII n'attaque pas en ligne, mais en 2 colonnes pour profiter des corridors créés par les fortifications russes. La surprise et le blizzard permettent aux Suédois de les passer sans difficulté. Ils positionnent des canons en amont et bombardent les positions adverses sans que ces derniers ne puissent répliquer. Très bientôt commence le festival d'incompréhension du côté russe. Oui, parce que les Russes sont complètement perdus. Ils ne savent ni où ni combien sont les Suédois, n'étaient pas prêts à engager le combat et n'arrivent pas à se coordonner. En même temps, les officiers russes ont décidé de ne pas obéir aux officiers étrangers. En effet, le prince Dolgorouki refuse l'autorité du duc de Croix, amplifiant encore plus le chaos. Il n'en fallait pas plus pour que la fuite s'impose aux Russes. Bon nombre d'entre eux mourront en traversant la rivière de Narva. Les officiers étrangers, ne pouvant gérer les Russes, préfèrent se rendre comme beaucoup de troupes piégées entre le blizzard, la ville, la rivière et des troupes suédoises très professionnelles. Et la victoire est donc totale et facile. Pour un peu moins de 700 pertes, les Suédois tuent 6000 Russes, en capturent près de 20 000 et mettent la main sur toute l'artillerie du siège. Alors qu'il n'était que 8000. En utilisant à son avantage un fait météorologique et en attaquant avec vigueur avec une armée bien coordonnée, Charles XII a gagné un avantage tactique majeur malgré son sous-nombre évident. Bon, vous vous en doutez, la météo a joué un rôle clé dans beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, même modernes. Mais ça n'explique pas tout ici. En effet, les Russes jouent d'inexpérience, entre un corps officier incapable et divisé et des troupes au moral clairement faibles. Après cette victoire, Charles XII décide de ne pas en finir avec les Russes. En effet, il considère la Pologne-Lituanie comme beaucoup plus dangereuse et va se lancer dans une campagne de 5 années contre elle. Pierre Ier de son côté est humilié. Son absence à la bataille est prise comme un acte de couardise, mais il va la jouer discrète. Il va rassembler des forces petit à petit, grignoter du terrain sur la Suède et finira par revenir dans le conflit plusieurs années plus tard, ce qui va s'avérer décisif, alors que Charles XII jusqu'alors était clairement dominateur. Pour finir, je voudrais me permettre un petit mot sur Narva. Aujourd'hui, Narva est en Estonie, à la frontière avec la Russie, et a clairement une tradition de place à prendre. On peut en compter au moins 6 entre 1558, 1580, 1700, 1704, 1918 et 1944. Même aujourd'hui, c'est tout de même un lieu de tension symbolique. En effet, en 1936, un monument sera érigé pour commémorer la victoire de Charles XII. Que l'URSS détruira en 1944 après y avoir battu les Allemands. Étonnamment. Mais en 2000, l'Institut suédois a aidé à financer un nouveau monument, ce que les Russes n'ont pas trop apprécié. Étonnamment. Tout ça pour dire que ce lieu est hautement symbolique, et s'il n'est pas aussi important que l'enclave de Kaliningrad, c'est tout de même une des portes de l'UE sur la Russie. Comme quoi, on sait avoir de la mémoire pour ces choses-là. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'ai manqué un peu de temps pour faire d'autres épisodes dernièrement, donc on risque de ne se revoir qu'en 2018. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.